Hotep, je suis Amama Zama et je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous mes réflexions sur l'africologie comme impératif pour libérer le génie créateur des Noirs. Et je remercie bien sûr Afrocentricité International Abidjan de m'avoir invité à faire cette conférence inaugurale. Je vous souhaite à tous et à toutes d'apprendre beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses, mais entre les mains d'Afrocentricité International, vous êtes entre d'excellentes mains. Alors, qu'est-ce que l'africologie? Certains d'entre vous peuvent se poser la question. Eh bien, il s'agit, et je reviendrai là-dessus par la suite, mais je vais commencer par définir les termes. En tout cas, ce terme-là, c'est l'étude afrocentrique de l'Afrique et de tous les phénomènes qui s'y rapportent. Donc, je répète, c'est l'étude afrocentrique de l'Afrique et de tous les phénomènes qui s'y rapportent. Il y a d'autres façons d'étudier l'Afrique. Il y a en particulier la méthode ou la perspective eurocentrique, si vous voulez, où l'on analyse l'Afrique et les phénomènes qui se rapportent à l'Afrique à travers le regard de l'Europe. C'est malheureusement cette perspective-là qui domine et qui fait que nous avons de sérieux problèmes de compréhension et d'interprétation, puisque ce qui est imposé finalement, c'est le modèle occidental, le modèle européen comme norme à quelque chose qui n'est pas européen, qui ne souhaite pas être européen, qui ne veut pas être européen et qui est africain. Donc je reviendrai sur cet aspect afrocentrique plus en détail. Et je voudrais commencer vraiment mon exposé en faisant un constat qui, à mon avis, ne peut pas être nié, à savoir qu'il y a envers nous, que nous subissons depuis au moins 500 ans, une violence généralisée. Alors, généralisée parce qu'elle s'étend à tous les domaines de notre existence, et généralisée parce qu'elle s'étend à nous, où que nous soyons dans le monde. Donc, il s'agit d'une expérience africaine, panafricaine, si vous voulez, commune, une violence physique que nous avons subie pendant des centaines d'années au cours de l'esclavage, au cours de la colonisation, une violence physique qui est peut-être moins visible, moins courante aujourd'hui, mais qui est toujours là parce qu'il y a toujours cette menace larvée d'une possibilité de représailles physiques, d'attaque contre notre intégrité physique. Et puis il y a une violence mentale qui, elle, dure depuis très longtemps et qui aujourd'hui est relayée et assurée par trois institutions principales: la scolarisation, les écoles, si vous voulez, les médias, et puis la religion, la religion chrétienne en particulier, mais aussi la religion arabe, musulmane. Et Carter Woodson, à propos de l'éducation des Noirs, car c'est sur cette question de l'éducation que je veux m'appuyer, m'apesantir un petit peu ici, il disait que quand on regarde bien ce que nous étudions à l'école, eh bien, ce qui nous est inculqué vraiment, c'est un complexe d'infériorité. Et il disait, je le cite ici, que l'idée de l'infériorité des Noirs nous est profondément inculquée dans pratiquement chaque cours que nous prenons et dans pratiquement chaque livre que nous lisons. Carter J. Woodson écrivait ça il y a 100 ans, et force nous est de constater, à mon avis, que c'est toujours malheureusement le cas. Alors la scolarisation, qui est différente de l'éducation, sert en fait d'instrument de propagande, de confusion et d'infériorisation, de propagande pro-européenne, anti-africaine, de confusion parce que ça sème le trouble dans notre esprit, ça sème le doute sur nous-mêmes, et la conclusion que nous tirons de nos expériences scolaires, c'est qu'en fait, nous les Africains, nous les Noirs, nous sommes tout simplement inférieurs aux Blancs. Alors un petit rappel historique, parce que c'est toujours nécessaire, c'est que la scolarisation de masse, quand on parle d'école, est en fait une invention européenne qui remonte au XIXe siècle et que les Européens donc, ont mis en place pour justement contrôler leur propre masse, n'est-ce pas? Il fallait, dans le cadre de l'industrialisation, que les
les parents aillent à l'usine et que les enfants soient occupés, on les voyait à l'école pour leur apprendre à fonctionner dans le système, à être dociles et à accepter le système. Donc dès le départ, en Europe même, euh, la scolarisation a cette fonction, n'est-ce pas, d'abrutissement, si vous voulez, et de pacification du peuple. Alors, quand ça arrive chez nous, en Afrique et dans les autres colonies, eh bien, les Français, bien sûr, encouragent cette scolarisation. On se souvient que Victor Schœlcher, un blanc français qu'on nous présente en Guadeloupe, Martinique et ailleurs comme notre sauveur, parce que soi-disant l'État abolitionniste, c'est grâce à lui que nous avons eu la liberté. Eh bien, les Français utilisent ce que j'appellerais un paradigme impérial de désorganisation avec la mise en place d'écoles, souvent entre les mains de missionnaires chrétiens, qui prennent la place des systèmes d'éducation africains. En particulier les rites de passage, n'est-ce pas, les initiations qui étaient mises en place depuis des centaines, si ce n'est des milliers d'années, pour justement accompagner le développement de la personne africaine dans toutes ses dimensions intellectuelles, mais aussi spirituelles, physiques, etc. Donc les Français, n'est-ce pas, désorganisent les structures africaines, désorganisent les courroies de transmission des savoirs à tous les niveaux. Ils déstabilisent nos organisations, nos institutions politiques et ils imposent les leurs. Donc ils nous imposent leur école, ils nous imposent leur démocratie, entre guillemets, ils nous imposent leur système, n'est-ce pas, leur façon de voir les choses, et nous sommes censés accepter ça. Et ces écoles, donc, qu'ils mettent en place, évidemment, sont là pour, n'est-ce pas, comme partie prenante de ce paradigme de la désorganisation impériale. Et vous voyez la blanche, là, avec tous ces enfants africains qui sont là, qui sont vraiment à sa merci, et qu'elle transforme, n'est-ce pas, en sujets coloniaux dociles et malléables. Et alors, bien sûr, ça ne se fait pas comme ça ne se fait pas au hasard, mais ça se fait parce qu'il y a des programmes scolaires et après universitaires qui sont idéologiquement, n'est-ce pas, compatibles avec cette vision coloniale, ce besoin, n'est-ce pas, de nous asservir, ce besoin de nous rendre dociles, ce besoin de nous convaincre de notre infériorité. Donc, quand on regarde les programmes scolaires que nous avons eus, que ce soit au moment de la colonisation, et même aujourd'hui encore malheureusement, ce qu'on appelle le curriculum, eh bien, on se rend compte que nous sommes toujours dans ce même paradigme-là, où il s'agit de nous convaincre, n'est-ce pas, que nous sommes inférieurs, où il s'agit de nous diviser, où il s'agit de nous isoler les uns des autres, et de nous convaincre, encore une fois, qu'il est normal que les Blancs dominent tout. Alors, il y a bien sûr plusieurs formes de curriculum. Alors, quand on parle de curriculum, on pense souvent à ce que les enfants apprennent à l'école ou les étudiants apprennent à l'école. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le curriculum zéro. Et le curriculum zéro, c'est ce que les élèves n'ont pas l'opportunité d'apprendre. Et de ce fait, les informations qui ne font pas partie du processus d'apprentissage sont aussi une forme de curriculum parce que les élèves apprennent en fait que ce qu'ils n'apprennent pas n'est pas important ou alors n'existe tout simplement pas. Et donc le message est subtil, mais il est puissant. Vous voyez, si vous pouvez passer 10 ans à l'école, ou bien 5 ans, 6 ans à l'université, et on ne vous parle jamais de philosophes africains, vous allez penser que c'est parce qu'il n'y a jamais eu de philosophes africains, qu'il n'y a pas de philosophie africaine, par exemple, et qu'il n'y a que les Blancs qui philosophent. Vous voyez pareil, si on ne vous montre jamais de mathématiciens africains, vous allez penser que les Africains n'ont jamais fait de mathématiques et que les mathématiques, en fait, viennent d'ailleurs. Et puis, vous allez aussi maintenant faire un pas supplémentaire et vous dire, bon, mais en fait, c'est parce qu'on n'est pas assez intelligent. Et c'est en fait cela. Alors, pourquoi, par exemple, on ne vous parle que de rois et de reines blancs? Et la réponse, c'est parce qu'il n'y a que les blancs qui aient atteint ce haut niveau de développement politique. Alors que ce n'est pas vrai du tout.
Pourquoi est-ce que tous les inventeurs et chercheurs dans mes livres de sciences sont des blancs? Et la réponse, implicite, souvent inconsciente, c'est parce qu'il n'y a que les blancs qui sont suffisamment intelligents pour faire des découvertes scientifiques et inventer des choses qui sortent de l'ordinaire. Pourquoi, lorsqu'on me parle de musique classique, c'est toujours de la musique composée par des blancs? Mozart, Beethoven, Bach, je ne sais pas quoi. Et la réponse, c'est parce que seuls les blancs étaient capables de produire une musique noble, entre guillemets, et grande, qui dure dans le temps. Et lorsqu'on me parle des philosophes, ce sont toujours les blancs. Et pourquoi? Parce que seuls les blancs peuvent penser à un tel niveau de complexité, d'abstraction. Vous voyez? Et donc, c'est ça le curriculum zéro, et c'est ce curriculum-là donc, que nous avons subi, que nous continuons à subir. Alors, et c'est pour ça que je dis que cette scolarisation que nous subissons est en fait un instrument de propagande blanche. L'histoire et la culture des Blancs sont présentées comme les seuls dignes d'intérêt. L'interprétation européenne de l'histoire, présentée comme universelle et objective, aussi est présente, n'est-ce pas, dans toutes les pages des manuels d'histoire. Les théories européennes sont présentées comme neutres et valables pour toute l'humanité. Donc là, on est encore dans ce pseudo-universalisme européen. Et le résultat, c'est quoi? C'est que nous sommes en état d'occupation mentale, en nous remplissant de quelque chose qui n'est pas nous et qui ne nous concerne pas. Je parle souvent de cette histoire de ce petit garçon que j'ai rencontré quand j'étais à Ouida il y a une dizaine d'années. Et il marmonnait et je lui ai parlé. Et il m'a dit qu'il était en train d'apprendre sa leçon d'histoire, de répéter parce qu'il avait un contrôle, là il allait à l'école. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu apprends? Et il m'a dit, j'apprends les arrondissements de Paris. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Tu es à Ouida, en quoi est-ce que les arrondissements de Paris te concernent? Est-ce que les petits Français, eux, apprennent des histoires sur la ville de Ouida? Pourtant, ils devraient. Étant donné ce que leurs ancêtres ont fait comme atrocité ou commis comme atrocité à Ouida, ils devraient apprendre ce qu'est Ouida, comment Ouida, le rôle infâme de Ouida, etc., pendant la traite, n'est-ce pas, organisée par leurs ancêtres. On nous raconte des tas d'histoires, on nous parle de Jeanne d'Arc, on nous parle de Napoléon, sans nous dire que c'était un esclavagiste, bien sûr. Et en contrepartie, alors que nous apprenons leur histoire, nous sommes ignorants de notre propre histoire. Nous percevons notre histoire et notre culture à travers le regard des Blancs, qui est un regard par définition dégradant et méprisant. Et effectivement, nous finissons par mépriser notre propre culture, nos ancêtres, notre terre-mère, l'Afrique, à parler du village comme d'un lieu satanique où il n'y a que de la sorcellerie, etc. Parce que c'est ce qu'on nous a mis dans la tête, que l'Afrique c'est de la sorcellerie, que la spiritualité africaine c'est de la sorcellerie. Et donc nous intégrons tout cela. Il n'y a pas très très longtemps, et c'était vraiment tragique, il y avait un débat assez récent parmi certains diplômés africains pour qui il ne pouvait pas y avoir eu de philosophie africaine avant que les Africains aillent faire des études de philosophie en Europe, pour vous rendre compte. Alors que la philosophie a pris naissance en Afrique. Mais ces Africains-là, ces intellectuels entre guillemets, parce que ce ne sont pas vraiment des intellectuels, ce sont des diplômés, vous voyez, j'ai utilisé le mot de diplômé, pas d'intellectuel. Ces diplômés-là ont été convaincus que la philosophie était par définition occidentale. Ce qui est vraiment tragique. De la même façon, n'est-ce pas, les historiens, entre guillemets, africains, acceptent souvent cette historiographie eurocentrique que l'on nous balance à longueur de journée, à savoir que c'est quand l'Europe est arrivée en Afrique que l'histoire africaine a commencé. Et on périodise l'histoire africaine en fonction de l'irruption de l'Europe, n'est-ce pas, en Afrique. Il y a une époque précoloniale, alors c'est très flou, selon certains, comme Hegel, il n'y a même pas d'histoire précoloniale, parce que là, les Africains étaient incapables de penser à quoi que ce soit de plus haut et plus grand qu'eux. Et puis il y a l'époque coloniale, quand les blonds blancs arrivent pour nous réveiller de notre torpeur et de notre apathie. Et puis il y a l'époque postcoloniale, où là, maintenant qu'on a été introduit à la démocratie, à la liberté, au capitalisme, maintenant on va essayer de se mettre debout sur nos propres pieds, en regardant comment nos amis blancs font, et puis en essayant de les imiter. Donc on cherche à devenir développé, mais le résultat c'est que nos cerveaux sont tout simplement emprisonnés. Voilà, ça c'est
le cerveau africain dans une prison. Et puis nous, qui regardons tout à la manière des Blancs, y compris nous-mêmes. Alors évidemment, nous ne pouvons pas être satisfaits d'une telle situation parce que nous voyons bien dans quoi elle nous met, n'est-ce pas? Nous n'allons pas bien, nous ne sommes pas bien. Plus nous les imitons, moins ça va pour nous. Plus nous les imitons, et plus nous nous éloignons de notre bon sens et de nous-mêmes, de nos racines, de ce qui faisait notre force, qui nous permettait de rester debout. Plus nous les imitons, plus nous tombons dans la servilité et le désespoir. Et plus nous commençons à nous comporter de façon indigne. Et donc c'est comme ça que l'afrocentricité, ou c'est pour cela que l'afrocentricité est apparue en 1980, sous la plume de Molefi Kete-Asante. L'afrocentricité s'est présentée comme méthodologie de libération mentale. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va enlever notre cerveau, n'est-ce pas, de cette cage? Comment on va faire pour s'échapper de cette cage qui est là, qui nous cerne de tous les côtés? Comment est-ce que nous allons nous débarrasser de ces œillères blanches qu'on nous a placées là, n'est-ce pas, depuis notre tendre enfance? Comment est-ce que nous allons faire pour cela? Et donc, l'afrocentricité dit, ok, voilà ce que nous devons faire. Nous devons chercher d'abord, et je cite Molefi Kete-Asante, son dernier texte sur la question, qui était Manifeste afrocentrique, paru en 2007, il dit que notre but en tant qu'afrocentrique, c'est d'oblitérer, c'est-à-dire d'effacer la dislocation mentale, physique, culturelle et économique des Africains, en propulsant les Africains au centre de leur propre réalité. Donc c'est ça la méthodologie, c'est nous propulser au centre de notre propre réalité. C'est-à-dire qu'au lieu de continuer à nous percevoir à travers le regard des Blancs, au lieu de continuer à nous servir des valeurs blanches, de l'expérience des Blancs comme référence, n'est-ce pas, ultime, nous allons prendre notre propre réalité comme point de départ et point d'arrivée. Il y a donc forcément une dimension dynamique et transformatrice fondamentale, parce qu'il s'agit de revenir à nous-mêmes, de revenir à notre bon sens d'Africain, de revenir chez nous, de rentrer chez nous, parce que nous sommes littéralement en état d'exil mental, parce que nous sommes dans cette prison. Donc il s'agit de nationalisme culturel africain, c'est-à-dire de cultiver notre culture. Nous ne disons pas simplement que nous sommes noirs, ça ne suffit pas. Parce que le noir n'est pas attaché à une culture particulière. Nous parlons d'un renouveau culturel africain, d'une renaissance culturelle africaine, qui, bien sûr, doit forcément être sur nos bases les plus anciennes, telles que nous les connaissons, à savoir l'Égypte, Kemet. Parce que nous disons que tant que nous continuerons à exister dans l'ombre ou à la périphérie de la conscience blanche, tant que nous resterons dans cette prison, eh bien nous resterons asservis, marginalisés et tout simplement impuissants. Donc il y a un impératif culturel africain, celui de nous remettre au centre de nous-mêmes, de nous recentrer. Et ceci implique que nous pratiquions systématiquement et délibérément notre propre culture. Et pour cela, il faut que nous évacuions l'Occident de notre conscience. Ça, c'est impératif, afin d'occuper à nouveau notre part d'espace humain en tant qu'Africains. Nous ne cherchons pas à nous imposer aux autres, nous cherchons simplement à être nous-mêmes, en toute quiétude, sans avoir à nous excuser, sans avoir à nous cacher. Vous imaginez qu'en Afrique, en Côte d'Ivoire, vous devez vous cacher pour procéder à certains rituels? Que dans certains pays africains, il est interdit de faire une libation en public? On ne peut même pas honorer ses ancêtres publiquement, comme au Ghana par exemple. C'est interdit. On peut vous donner une amende parce que vous voulez honorer vos ancêtres en Afrique. Donc l'afrocentricité dit que tout ça, ce n'est pas possible.
Il faut arrêter. Alors, la culture, c'est quoi? C'est l'ensemble des valeurs, des attitudes, des prédispositions et des habitudes comportementales d'un groupe donné et qui peuvent être transmises. Ça peut aussi ne pas être transmis, mais ça peut être transmis. Et c'est au moment de la transmission que, évidemment, les nouvelles générations acquièrent une certaine connaissance, une certaine pratique. Et ici, il s'agit donc d'éducation. L'éducation, c'est un instrument de transmission intergénérationnelle des valeurs culturelles d'un groupe donné. Donc, ce que l'afrocentricité prône, c'est ce que l'africologie prône, c'est de nous détourner de la scolarisation pour avoir une vraie éducation. Parce que la scolarisation nous détourne de notre éducation, nous détourne de notre culture. La scolarisation transmet des valeurs qui ne sont pas les nôtres et qui sont contre nous, qui sont contre la vie d'ailleurs. On voit bien par exemple les théories du genre et toutes sortes d'idioties de ce genre, qui sont là pour semer la confusion, le trouble. Nos valeurs culturelles disent très clairement qu'il y a une complémentarité entre les hommes et les femmes, et que cette complémentarité est nécessaire pour que la vie soit. Et notre culture est une culture de la vie. Et nous devons transmettre cela à nos enfants. Et notre impératif, c'est nous rééduquer en remettant notre matrice culturelle au centre de notre existence et de nous-mêmes. Si les autres veulent avoir des rapports sexuels avec des animaux, s'ils veulent se marier avec leurs chiens et leurs chats, s'ils trouvent que c'est bien, qu'ils le fassent, mais qu'ils nous laissent faire ce que nous pensons être bien. Et nous devons insister là-dessus. Et donc la première étape qui est indispensable, c'est démasquer le paradigme occidental qui souvent se cache derrière de l'universalisme et de l'objectivité et envahit de façon insidieuse nos consciences. Vous voyez ? Par exemple, les concepts, les théories qu'on vous balance à l'université ou à l'école ne tombent pas du ciel, mais sont engendrés par une matrice culturelle spécifique. Alors, on nous présente toujours, n'est-ce pas, ce paradigme occidental présente toujours l'Europe comme norme implicite. Donc on ne vous dira pas que c'est la musique classique européenne, ou la littérature classique européenne, ou les grands philosophes européens, ou la danse classique européenne. Non, on vous balancera tout simplement que c'est la musique classique, que c'est la littérature classique, les grands philosophes, la danse classique, la beauté, la famille, l'heure universelle, c'est leur heure. Mais non, ça s'applique à nous. Donc nous devons refuser cela. Moi, quand quelqu'un me parle de musique classique, je demande musique classique de quelle tradition? Il y a musique classique de l'Europe, musique classique de l'Afrique, de l'Asie, n'est-ce pas? Toutes les grandes civilisations, n'est-ce pas, les grands foyers civilisationnels ont leur musique classique, leur forme canonique en matière de musique, de littérature, de danse, etc. Tous les groupes ont leur conception de la beauté. Pourquoi est-ce que moi je devrais accepter que être belle, c'est avoir la peau blanche, les yeux bleus, les cheveux blonds, être maigre comme un clou? Pourquoi, en quoi est-ce que ça correspond à ce même à quoi je ressemble moi? Non. Pourquoi est-ce que nous devrions accepter que la famille, c'est maman, papa, 2 enfants et un chien, un chat et 2 voitures? En quoi est-ce que ça correspond à notre réalité, à nous en tant qu'Africains? En rien. Donc, nous devons remettre l'Europe à sa place, n'est-ce pas, et refuser de tenir l'Europe comme norme implicite. Alors, il y a c'est un poète que j'aime beaucoup, mais qui lui-même, n'est-ce pas, on voyait très bien que son imaginaire était colonisé par l'Europe, alors même qu'il essayait d'échapper à l'Europe. C'est Aimé Césaire, qui écrit dans le cahier d'un retour au pays natal, et nous sommes debout maintenant, mon pays et moi, les cheveux dans le vent, n'est-ce pas? Et quand j'ai lu ça, en tant qu'afrocentrique, je me suis posé la question, je me dis, mais quels cheveux servent de référence à Césaire? Des cheveux d'Africains ou bien des cheveux de blanc? Et j'ai été obligée d'accepter l'idée que Césaire, quelqu'un que j'aime beaucoup, encore une fois, était, n'est-ce pas, encore dans ce paradigme occidental où, quand il ferme les yeux, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un blanc. Et quand il écrit, c'est encore un blanc qu'il voit. Il écrit comme s'il était blanc, alors qu'il est noir, alors qu'il est africain, alors que c'est un chantre de la négritude. Il n'arrive pas à échapper à ça. C'est pour ça que je disais que l'Europe nous occupe de façon insidieuse et que nous devons donc prendre le temps de démasquer l'Europe, n'est-ce pas, et de l'extirper de notre conscience. On parle d'horaire d'été, mais quel été?
Vous avez déjà vu des étés? Hein? En Haïti, ils racontent aux enfants qu'il y a 4 saisons. L'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Et les petits Haïtiens attendent toujours que la neige tombe. En Guadeloupe, d'où je suis, et d'où je vous parle d'ailleurs, hein, il y a des horaires d'été, des camps d'été, mais c'est complètement ridicule. Nous avons 2 saisons ici, en Guadeloupe. La saison des pluies et la saison sèche. On nous parle du Père Noël qui est arrivé. Mais il vient d'où celui-là? Parce que s'il ne vient pas d'Afrique, eh bien, il ne m'intéresse pas, il ne me concerne pas. La deuxième étape, c'est déconstruire et problématiser le paradigme occidental afin d'exposer les présupposés sous-jacents aux théories et concepts occidentaux. Alors c'est très important parce que souvent, quand on va à l'université, on vous balance des théories comme le marxisme, le féminisme. Et nous tombons là-dedans. Moi, je suis tombée là-dedans, hein, je vous dis sincèrement, à un moment j'étais marxiste, un autre j'étais féministe, parce que c'est ce qu'on me balançait, on m'a commencé à me balancer ça au lycée, après à l'université, je trouvais ça très cool, jusqu'à ce que je commence à me poser des questions, encore une fois, grâce à l'afrocentricité. Est-il vrai que, en tant qu'Africaine, une théorie matérialiste comme le marxisme me convienne? Où est le spirituel? Où est la dimension spirituelle dans la théorie marxiste? N'est-ce pas? Les marxistes nient par définition le spirituel. Certainement, ce sont des athées, puisque pour eux, en fait, la clé de l'histoire humaine, c'est le conflit, n'est-ce pas, le conflit des classes sociales et le mode de production économique, et que le marxisme est une théorie raciste, n'est-ce pas, qui estimait que l'Europe était devant et que nous en étions à des stades moins avancés d'évolution sociale. Et le féminisme, ben écoutez, c'est pareil. Est-ce que moi, dans ma culture africaine, il est vrai que les hommes et les femmes sont ennemis? Non. Eh bien, si les hommes et les femmes ne peuvent pas être ennemis, parce que les deux sont nécessaires, encore une fois, pour que la vie se perpétue, eh bien, je ne peux pas être féministe. Donc, nous devons créer nos propres théories à partir de nos propres valeurs culturelles. C'est ça, un vrai intellectuel ou une vraie intellectuelle. Et c'est là que l'africologie est extrêmement importante. Il y a encore tous ces concepts occidentaux que nous répétons souvent par le développement, de progrès, de démocratie, de droits de l'homme, droits des animaux, de l'environnement, de la pauvreté, de la planification, de l'Afrique noire. Est-ce qu'on vous a jamais parlé d'Europe blanche? Non. Pourquoi est-ce qu'on parle d'Afrique noire? Le terme d'Afrique noire est un terme qui a été créé en fait par Hegel, qui était un philosophe allemand extrêmement raciste. C'est lui qui a dit qu'il n'y avait pas d'histoire en Afrique, qu'il ne pouvait pas y avoir eu d'histoire en Afrique parce que la conscience humaine n'était pas suffisamment développée en Afrique. Donc, ce sont des termes qu'on nous balance en permanence et toujours, encore une fois, dans le but, conscient ou pas, de nous rattacher à la matrice culturelle occidentale, parce que tous ces concepts-là viennent de l'Occident. La notion de développement est liée à l'industrialisation. La notion de progrès aussi à une conception linéaire du temps. La démocratie, bon écoutez, je ne vais même pas commencer là-dessus. La notion de droit de l'homme est fondée sur la notion d'individu, l'individualisme qui est une valeur suprême de l'Occident. Alors que nous, en tant qu'Africains, nous mettons la communauté avant l'individu. Les Occidentaux font l'inverse. Donc quand on parle de droits de l'homme, nous allons parler des responsabilités des personnes vis-à-vis de leur communauté, etc., etc. Quand on parle de pauvreté, on nous dit que l'Afrique est pauvre. Moi qui vis en Occident, aux États-Unis, je peux vous assurer que sur le plan humain, il s'agit vraiment d'un désert, n'est-ce pas? Donc, c'est quoi la pauvreté? Est-ce que les critères sont purement matériels? Est-ce qu'on doit parler de pauvreté? Est-ce qu'on doit parler d'appauvrissement, etc., etc. Vous voyez, donc tout cela, quand on commence à examiner tous ces concepts, on n'en finit pas. La troisième étape, c'est nous armer, bien sûr, de connaissances sur nous-mêmes et certainement adopter une autre historiographie. Nous ne pouvons pas continuer à accepter l'Europe comme point, n'est-ce pas, comme critère déterminant où il y a un avant l'Europe et un après l'Europe. Nous ne pouvons pas accepter ça. Notre histoire est extrêmement longue, n'est-ce pas? Et nous devons insister là-dessus, que l'Afrique est le berceau de l'humanité, que cela a des conséquences, des implications extrêmement profondes. D'abord, nous sommes les progéniteurs et progénitrices de la race humaine.
Les premiers humains, pendant 2 tiers de notre existence en tant qu'espèce humaine, étaient des Africains en Afrique. 2, les Africains sont les seuls vrais Homo sapiens sapiens. Parce que quand nous avons quitté au cours de migration, n'est-ce pas, l'Afrique, notre berceau originel, eh bien, nous avons rencontré d'autres espèces qui n'étaient pas vraiment des humains, comme les Néandertals, ou avec lesquels il y a eu des mélanges. Donc, les Africains sont les seuls vrais humains, Homo sapiens sapiens. 3, l'histoire africaine est la plus longue et la plus profonde, simplement parce que, comme je viens de le dire, nous avons passé 2 tiers de notre existence en Afrique. Et l'Afrique est par conséquent le berceau de la civilisation humaine. C'est-à-dire que si l'humanité avait 10 ans, eh bien pendant 7 ans, les 7 premières années auraient été passées en Afrique. Alors est-ce que vous pensez que pendant ces 7 premières années, nous n'avons pas réfléchi, que nous n'avons pas construit, que nous n'avons pas interrogé et compris les choses? Bien sûr que non, c'est complètement ridicule. Mais ça, c'est le paradigme occidental, le paradigme, n'est-ce pas, c'est ce que la scolarisation véhicule comme message. Avec cela, n'est-ce pas, toujours cette tentative d'assumer l'Égypte comme une civilisation blanche, pour nous priver, n'est-ce pas, de ce que nos ancêtres ont fait, de magnifique, et qui jusqu'à aujourd'hui défie l'entendement des Blancs, avec toutes leurs machines, là, déjà tellement malins, soi-disant, ils n'arrivent toujours pas à comprendre comment nous avons pu ériger des pyramides qui jusqu'à aujourd'hui sont là, levées, pointées vers le soleil, à Monra. Et donc, au cœur de l'afrocentricité, il y a la projection de l'Africain comme sujet pensant, parce que nous réfléchissons, agissant, nous ne comptons pas de penser, mais nous agissons, et victorieux. Parce que nous disons que nous étions les premiers, nous serons les derniers. Et ceux-là même qui nous oppriment sont en train de disparaître. Donc, vous voyez, nous avons beaucoup d'espoir que les choses, n'est-ce pas, les choses ne resteront pas telles quelles. Et que c'est en agissant, en réfléchissant, en ayant une théorie, une idéologie bien claire, celle de l'afrocentricité, et en agissant, n'est-ce pas, pour appliquer notre théorie, pour faire de notre théorie une pratique, eh bien que nous serons victorieux. Et l'activation de notre africanité dépend de notre conscience, n'est-ce pas? C'est-à-dire que plus nous sommes conscients, eh bien plus nous aurons envie d'être africains. Et notre niveau de conscience est lié à notre connexion avec nos ancêtres. Donc en dernière instance, quand on parle d'afrocentricité, on parle de quête spirituelle, de connexion avec nos ancêtres. Cette connexion va augmenter notre conscience, qui elle-même conduira à l'activation, n'est-ce pas, à l'action, aux actions. Et donc le projet afrocentrique, bien compris, c'est de décoloniser notre imaginaire pour redevenir nous-mêmes. Il s'agit vraiment de quelque chose de magnifique parce que une fois qu'on est embarqué dans ce projet-là, n'est-ce pas, de l'afrocentricité, donc de l'africologie ou de l'afrologie, si vous voulez l'appeler comme ça, eh bien nous commençons à tout interroger. Vous voyez, des choses que nous tenions pour normales ne le sont plus. Pourquoi? Par exemple, parce que nous sommes habillés comme nous le sommes. Regardez-vous et posez-vous la question. Pourquoi est-ce que nous avons les noms que nous avons? Des noms qui nous lient à des ancêtres blancs fictifs. Pourquoi est-ce que les femmes noires mettent souvent du rose sur leurs joues et du rouge sur leurs lèvres? Pourquoi? Pourquoi est-ce que du rose sur nos peaux noires? Pourquoi? Qui c'est qui met du rose sur ses joues? Pourquoi est-ce que nous mangeons avec des fourchettes et des couteaux? Pourquoi est-ce que nous adorons un Dieu blanc ou arabe? Et donc ce questionnement est sans fin. Pourquoi, voyez? Et il touche à tout. Parce que Mollef Keita-Santé nous l'a dit, il nous a dit que l'afrocentricité concerne tous les aspects de notre existence, notre façon de vivre, de travailler, d'aimer, de manger, de rire, de marcher. Nous sommes obligés de nous regarder globalement et dans les détails en nous demandant qui suis-je? Est-ce que ce que je fais là est vraiment compatible avec mon africanité? Ma façon de penser, ma façon de m'habiller, ma façon de parler aux autres, ma façon de me regarder, de me maquiller. Est-ce que tout cela est compatible avec mon africanité?
est dictée par mon africanité. Et lorsque vos yeux sont finalement ouverts, et c'est moi qui dis cela, eh bien vous ne voyez plus les choses de la même façon, et que ce qui vous semblait normal devient maintenant insupportable. Ni plus ni moins. Les choses que vous faisiez avant, sans vous poser de questions, ben maintenant vous ne pouvez plus les faire. Vous ne pouvez plus imaginer que si vous avez un enfant demain, vous allez lui donner un nom français. C'est pas possible. La perruque que vous m'équitiez là, ça devient vraiment insupportable. Vous la jetez à la poubelle en vous demandant comment vous avez pu mettre ça sur votre tête. Vous voyez? Et l'afrocentricité libère notre imaginaire, le décolonise et ouvre donc des horizons, des perspectives où tout devient possible, tout devient faisable, et mieux, tout devient à faire. C'est là qu'une fois qu'on a compris, on est vraiment compris, pas simplement au niveau théorique, intellectuel, mais vraiment compris au sens profond du terme, où les informations se sont transformées en véritables connaissances transformatrices. Vous savez, je parlais d'un processus dynamique et transformateur, c'est de ça que je parle, c'est que ça vous transforme et vous ne pouvez plus agir comme avant. Et maintenant, quand vous vous rendez compte de tout ce qu'il y a à faire, de tout ce qui est possible, eh bien, en fait, ça vous enivre. Et vous ne savez plus par où commencer. Parce qu'il y a tant à faire pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Alors, je voudrais dire, avant de terminer, que l'idée afrocentrique est une idée fort raisonnable. Je dis toujours que personne n'attend d'un chat qu'il se comporte comme un chien. Si vous avez un chat et qu'au lieu que le chat miaule, il se mette à aboyer, bien, si vous avez un mouton qui se prend pour un bœuf, vous savez qu'il y a un problème. Et pourtant, donc, on attend de nous, les Africains, n'est-ce pas, que nous nous comportions comme des Européens. Mais nous ne sommes pas des Européens, nous ne voulons pas être Européens, n'est-ce pas? Alors pourquoi ce qui est tout à fait normal pour les autres, à savoir qu'ils soient eux-mêmes, devient tout de suite une histoire où on se fait accuser d'être radical ou même raciste, n'est-ce pas, lorsque l'on parle d'afrocentricité? Alors que tout ce qu'on dit en tant qu'afrocentriste, c'est qu'on veut être nous-mêmes. Ce que les autres font tout naturellement, nous voulons aussi pouvoir le faire. Qu'est-ce que ça a de si inadmissible, de si impensable? Eh bien, c'est simplement parce que, et nous en sommes parfaitement conscients, et nos ennemis aussi, c'est que l'enjeu fondamental, c'est quoi? C'est la remise en question et le démantèlement de la suprématie raciale blanche et des privilèges associés à ce système de domination. Parce que le jour où les Africains diront non à l'Europe, eh bien, ça en sera fini de l'Europe. Ça en sera fini. C'est aussi simple que cela. Et les Blancs le savent très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut, nous, maintenant? Eh bien, c'est ce que j'appelle les 3 C. La conscience de nous-mêmes, grâce à l'afrocentricité, des connaissances de nous-mêmes, grâce à notre travail, à notre étude. Et c'est pour ça que ce cycle de formation que vous allez entamer est extrêmement important. Acquérir ces connaissances, pas seulement des informations, mais j'insiste encore, de vraies connaissances qui vont vous transformer intérieurement. Et puis, il faut aussi le courage d'être nous-mêmes. Parce que ça aussi, c'est très important. Vous allez vous heurter à des gens qui ne vont pas comprendre, qui vont essayer de vous décourager, qui vont même essayer de vous faire peur. Mais je dis toujours, Barack Obama a pu être président des États-Unis avec un nom africain. Il n'a pas changé son nom. N'est-ce pas? Donc, ayons le courage d'être nous-mêmes. Nos ancêtres attendent cela de nous. Et vive l'afrocentricité, vive nous-mêmes, vive l'afrocentricité internationale. Et l'unité est notre but, la victoire est notre destinée. Merci. C'est pas possible, j'arrive pas.
J'arrive pas à fermer. C'est pas possible, même ça, c'est encore.